D'abord, il ne faut pas confondre Thomas Wolfe, l'auteur du Temps et le fleuve, et Tom Wolfe, l'auteur du Bûcher des vanités. C'est du premier dont il sera question ici. Un très beau film lui a été consacré, intitulé Genius. Je ne peux que le recommander. Thomas Wolfe a fait l'objet d'appréciations très contrastées. Ses œuvres ont été comparées à celles de Whitman, Balzac, Joyce et Proust. Faulkner en fait l'éloge, le dépeignant comme le plus grand romancier de sa génération, tandis que Bukowski le tient pour, je cite, le plus mauvais écrivain de tous les temps. Au départ dramaturge, il abandonnera vite la forme théâtrale pour le roman, genre plus vaste et ample qui convenait mieux à son génie propre. Il me fallait trouver, écrit-il, un moyen de satisfaire mon désir de plénitude, d'intensité, de totalité. Son œuvre est intégralement autobiographique, bien qu'il essaiera de s'en défendre sous le coup des critiques. Le plus sévère d'entre eux, Bernard de Voto, ira jusqu'à lui dénier le droit de se revendiquer romancier. Lui reprochant son incapacité à créer des personnages dignes de ce nom, Wolfe écrivant sur lui-même inlassablement. Thomas Wolfe, avant de chercher à élargir son horizon, revendiquait cet égotisme. Il écrira, je cite, ce moi merveilleux, unique. Plus tard, il prétendra illusoirement s'être détaché de l'autobiographie pure. Il déclarera, à mesure que ma conscience de la vie s'est élargie, ma conscience de moi-même s'est rétrécie. En vieillissant, j'ai vu le champ de mon objectivité s'élargir. Maxwell Perkins, son éditeur, ami et exécuteur testamentaire, ne s'y était pas trompé. C'est justement l'autobiographie qui rend la littérature de Wolfe si authentique, belle et profonde. Si la distinction du beau et du sublime a quelque chance d'être juste, le beau étant du côté du classicisme, de l'ordre, de la mesure et de l'harmonie, le sublime du côté du romantisme, de la démesure et de l'infini, pour schématiser, alors Thomas Wolfe excelle dans le domaine du sublime. Rien n'est trop grandiose, tous les excès se déploient dans son style torrentiel. Il se dépeint lui-même comme un énorme nuage noir, chargé d'électricité, fécond, impérieux, doué d'une violence d'ouragan que rien ne pourrait retenir longtemps. Il fut malheureusement exaucé en mourant prématurément, à l'âge de 38 ans. En lui sont réunis les caractères les plus divers. Il y a du Rastignac en lui, par l'ambition effrénée, mais aussi du Faust, par la volonté démiurgique de tout connaître, et d'abolir les limites de la condition humaine. Et enfin, le Don Juan, bourreau des cœurs, n'est pas en reste. On pourrait, si on appliquait la grille de lecture que nous offre la philosophie de Kierkegaard, considérer qu'il est resté rivé au stade esthétique toute sa vie. En effet, et pour faire court, Kierkegaard distingue trois stades d'existence. Le stade esthétique, le stade éthique et le stade religieux. Goethe disait que le romantisme, c'est tout ce qui est malsain, et on ne peut que constater ce caractère malsain dans l'œuvre de l'auteur américain. Ces œuvres, bien que touchantes, sublimes par leur lyrisme, n'en sont pas moins marquées par des obsessions névrotiques. Mais y a-t-il une grande œuvre littéraire qui puisse s'exempter d'un tel reproche? Et peu importe, c'est un auteur injustement oublié. J'ai vu récemment qu'il était cité dans l'épigraphe d'un livre de science-fiction, Jeunesse de la Cité, écrit par l'autrice Jamie, preuve qu'il compte encore pour certains. Pour conclure, je dirais que Thomas Wolfe c'est un Melville qui n'aurait jamais quitté la terre ferme. Lisez-le, vous ne le regretterez pas.